remember I went to see Enter the Dragon, and I came back and I said to Jerry Thorpe, have you seen this movie? And he said, no. And I said, you haven't? You got to see this movie. And I decided to make it mandatory that everybody on the crew see the movie. Dans cette vidéo, plongez dans l'une des controverses les plus marquantes de l'histoire d'Hollywood. Pourquoi Bruce Lee, icône des arts martiaux et créateur du concept de la série Kung Fu, a été écarté au profit de David Carradine. Découvrez les coulisses d'une décision qui a cristallisé les préjugés raciaux d'une industrie, les luttes de Bruce Lee contre la discrimination et comment ce rejet l'a poussé à révolutionner le cinéma à Hong Kong. David Carradine lui-même a brisé le silence sur cette injustice, mais était-il prêt à affronter la vérité? Restez avec nous pour explorer ce moment décisif, ses implications culturelles et le legs durable de deux hommes dont les chemins se sont croisés dans l'ombre. Si vous êtes passionné par les histoires qui révèlent les vérités cachées, abonnez-vous à la chaîne Expérience de Vie et activez la cloche pour ne rien manquer. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo pour soutenir notre contenu et partagez vos réflexions dans les commentaires. Dragon et moi sommes revenus, et j'ai dit à Jerry Thorpe, « As-tu vu ce film ?» Il m'a répondu, « Non. » Et j'ai insisté, « Tu ne l'as pas vu? Tu dois absolument voir ce film. » J'ai alors décidé que tout le monde dans l'équipe devait le voir, c'était obligatoire. Bruce Lee était sur le point de changer Hollywood à jamais. Mais tout lui a été arraché. Le concept de Kung Fu, un moine Shaolin errant dans l'Ouest américain, ressemblait étrangement à la série qu'il avait créée, The Warrior. Pourtant, quand le rôle a été attribué, Bruce a été écarté, remplacé par David Carradine, un acteur blanc. Pourquoi? Carradine a pris la parole pour révéler la vérité, mais beaucoup n'étaient pas prêts à l'entendre. Ce rejet est devenu l'exemple le plus flagrant des préjugés d'Hollywood contre Bruce Lee. De ses débuts en tant que Kato dans The Green Hornet à son succès explosif à Hong Kong, Lee a lutté contre le typage, la discrimination et le vol créatif. Mais c'est cette opportunité manquée qui a cristallisé les barrières auxquelles il faisait face, ouvrant la voie à son exil, son triomphe à l'étranger et l'impact durable de son combat pour la reconnaissance. Le rôle qui aurait dû être celui de Bruce. Au début des années 1970, Hollywood était à l'aube d'un changement culturel qu'il ne comprenait pas encore pleinement. Les films d'arts martiaux, venus de Hong Kong, déferlaient sur le marché mondial, apportant une physicalité brute et un attrait exotique que le public américain ne pouvait ignorer. Au centre de cette vague se tenait une figure destinée à briser toutes les barrières, Bruce Lee. Lee avait déjà marqué la télévision américaine. En tant que Kato dans The Green Hornet, il volait la vedette avec ses mouvements fulgurants, éclipsant son costard Van Williams. Même dans des apparitions brèves dans des séries comme Batman ou Longstreet, son charisme était indéniable. Mais si son aura électrisait les spectateurs, les cadres d'Hollywood ne savaient pas comment le gérer. Il était trop authentique, trop intense, et surtout, trop chinois pour une industrie accrochée à ses formules bien établies. En coulisses, Bruce était infatigable. Il croyait que les arts martiaux pouvaient être plus qu'un simple spectacle ou un remplissage d'actions bon marché. Ils pouvaient être une philosophie, un mode de vie, une forme d'art cinématographique. Il écrivait des traitements, proposait des idées, et tentait de plier le système à sa vision. Sa proposition la plus ambitieuse était une série intitulée The Warrior, racontant l'histoire d'un artiste martial chinois voyageant à travers l'Ouest américain. Lee y insufflait des thèmes d'aliénation, de survie et de l'expérience immigrante. C'était inédit pour les réseaux. La réponse des studios fut à la fois prudente et révélatrice. Les cadres aimaient le concept, mais ils ne croyaient pas que le public accepterait un Chinois dans le rôle principal. Dans réunion après réunion, Bruce entendait des variations du même rejet. C'est une super idée, mais l'Amérique n'est pas prête. Pour Lee, ces mots étaient des coups de poignard. Il avait du talent, du charisme et une histoire à raconter. Mais sa race restait un mur qu'Hollywood refusait d'abattre. Puis vint Kung Fu. L'annonce fut comme une trahison enveloppée d'ironie. Le pitch de la série était étrangement similaire à l'idée de Bruce, un artiste martial errant dans l'Ouest américain, coincé entre deux cultures, survivant grâce à son intelligence et ses compétences de combat. Pour ceux qui connaissaient Bruce personnellement, l'inspiration était évidente. Pourtant, quand le rôle de Kwei Chang Ken fut attribué, il ne revint pas à Bruce. Il fut donné à un acteur américain, David Carradine. Pour Bruce Lee, ce n'était pas qu'un revers professionnel. C'était la confirmation la plus claire que les préjugés d'Hollywood étaient plus profonds qu'ils ne l'avaient espéré. Il s'était investi à convaincre les cadres qu'un tel rôle était non seulement possible, mais nécessaire. Et quand ils donnèrent enfin leur feu vert, ils l'écartèrent totalement de l'équation. La douleur fut d'autant plus vive que le timing ne pouvait être pire. Bruce travaillait sans relâche pour s'établir comme plus qu'un simple acolyte. Ce rôle aurait pu être sa percée en Amérique, le moment où son talent recevrait enfin la plateforme qu'il méritait. Au lieu de cela,
Ils furent légués à regarder de loin un autre marché sur le chemin qu'il avait tracé. Pourtant, ce qu'Hollywood voyait comme une décision pragmatique, Bruce le voyait comme une ligne dans le sable. Pour lui, c'était la preuve que le système ne l'accepterait jamais vraiment. Plutôt que de capituler, il redoubla d'efforts pour sa vision, choisissant de retourner à Hong Kong, où l'industrie était prête à le laisser briller. Ce moment, où Bruce Lee perdit le rôle qui aurait dû être le sien, fut plus qu'une décision de casting. Ce fut un tournant, un test décisif pour la culture, et le début de l'un des « et si » les plus controversés de l'histoire du divertissement. Le rôle de Ken serait à jamais associé à David Carradine. Mais dans l'ombre de ce choix persistait une question lancinante. Et si Bruce avait eu sa chance? L'arrivée de David Carradine. Alors que Bruce Lee semblait le choix naturel pour Kung Fu, une autre figure émergeait discrètement comme le candidat préféré d'Hollywood, David Carradine. Pour beaucoup, Carradine était un successeur improbable à l'esprit des arts martiaux incarné par Lee. Il n'était pas asiatique, pas un artiste martial, et n'était pas quelqu'un que le public associait naturellement au monde des moines Shaolin. Pourtant, dans le calcul étrange d'Hollywood dans les années 1970, Carradine était considéré comme l'option plus sûre, plus bancable. Carradine venait d'une lignée d'acteurs. Son père, John Carradine, était un acteur de caractère bien connu, dont la voix tonitruante et la présence mémorable en avaient fait une figure incontournable du cinéma américain pendant des décennies. Grandir dans ce monde de scripts, de caméras et de plateaux donna à David Carradine un sentiment d'appartenance à Hollywood que Bruce Lee n'avait jamais tout à fait eu. Il connaissait le système, parlait son langage, et surtout, ressemblait au type de leading man que les cadres pensaient que le public voulait voir. Mais Carradine n'était plus qu'une simple lignée. Au début des années 1970, il s'était forgé une réputation d'interprète polyvalent. Il avait déjà travaillé sur scène et à la télévision, prouvant qu'il pouvait incarner des rôles complexes avec profondeur et subtilité. Les producteurs de Kung Fu ne cherchaient pas seulement un spectacle d'arts martiaux. Ils voulaient un drame philosophique, à combustion lente, sur fond de frontières américaines. Pour eux, le comportement calme et la présence introspective de Carradine à l'écran semblaient parfaits. Bien sûr, cette logique ignorait une faille évidente. Carradine n'avait aucune formation en arts martiaux. Là où Bruce Lee pouvait livrer des coups de pied fulgurants, des formes fluides et un charisme explosif, Carradine ne le pouvait pas. Pourtant, les cadres rationalisèrent cela. Ils croyaient que le spectateur américain moyen en 1972 ne ferait pas la différence entre des arts martiaux authentiques et des mouvements chorégraphiés par un acteur. Pour eux, l'authenticité importait moins que l'accessibilité. Ainsi, Carradine fut choisi non pour ce qu'il pouvait apporter aux arts martiaux, mais pour la facilité avec laquelle il pouvait être façonné dans le rôle imaginé par le réseau. Pour Carradine lui-même, cette opportunité changea sa vie. Il admit plus tard dans des interviews qu'il avait hésité à accepter le rôle, surtout parce qu'il savait que Bruce Lee l'avait ardemment défendu. « Je n'étais pas un artiste martial », a-t-il dit, revenant sur ses débuts. « Mais j'étais un acteur, et il voulait un acteur. » C'était une reconnaissance franche de la manière dont l'industrie fonctionnait. La performance et la perception primaient sur l'expérience vécue et l'authenticité culturelle. En coulisses, Carradine commença à se préparer pour le rôle de Kwei Chang Ken, le moine Shaolin mi-chinois, mi-américain errant dans l'Ouest américain. Pour incarner ce rôle, Carradine fut formé aux postures et mouvements de base des arts martiaux. Les chorégraphes conçurent des séquences mettant l'accent sur la fluidité plutôt que la puissance, la grâce plutôt que la précision. Au lieu de l'énergie explosive de Bruce Lee, Carradine apportait une immobilité méditative à ses mouvements, ce qui plaisait aux producteurs, même si cela frustrait les puristes des arts martiaux. Cette décision marqua un moment décisif dans la carrière de Carradine. Du jour au lendemain, il n'était plus un acteur en quête de rôle stable. Il était le visage d'une série télévisée novatrice. Bien que les critiques débattent plus tard de son mauvais casting, il est indéniable que Kung Fu propulsa Carradine sous les feux de la rampe, une position que Bruce Lee avait longtemps rêvé d'occuper à Hollywood. Mais l'ascension de Carradine eut un coup. Elle projeta une longue ombre sur Bruce Lee, qui regardait depuis les coulisses quelqu'un d'autre prendre le rôle qu'il croyait être le sien. Et tandis que Carradine construisait discrètement son héritage en tant que Ken, la frustration de Lee se transforma en détermination, le poussant à chercher un autre chemin pour prouver qu'Hollywood l'avait sous-estimé. La réticence d'Hollywood. Les années 1970 furent une période tumultueuse pour Hollywood. Les studios luttaient pour retenir un public qui se tournait vers la télévision, les films indépendants et les nouveaux mouvements culturels. Les westerns, autrefois colonne vertébrale du cinéma américain, étaient en déclin, et les cadres cherchaient désespérément du matériel frais mêlant action, philosophie et mystique orientale. Bruce Lee semblait incarner cette possibilité. Il avait déjà ébloui le public américain en tant que Kato dans The Green Hornet, 1966 à 1967. Bien que la série ait été éphémère, sa performance laissa une impression durable.
Son charisme, sa vitesse et sa maîtrise des arts martiaux étaient uniques pour le public occidental. Et pourtant, quand le rôle de Kwei Chang-ken dans Kung Fu fut attribué, l'homme qui aurait dû être le choix évident fut écarté. Pourquoi? La réponse réside moins dans les capacités de Lee que dans les préjugés profondément enracinés d'Hollywood à l'époque. Les cadres craignaient ce qu'ils appelaient ouvertement le « problème étranger ». Dans des conversations internes, relayées plus tard par des journalistes et des chercheurs, il y avait une croyance que le public américain, surtout dans le cœur de l'Amérique, n'était pas prêt à voir un homme asiatique en tête d'affiche d'un drame en prime time. Dans leurs yeux, Bruce Lee était trop chinois pour le rôle, bien que celui-ci ait été littéralement écrit comme un moine Shaolin errant dans l'Ouest américain. Ce n'était pas seulement une question de biais personnel, mais de calcul financier. Les annonceurs, qui avaient un poids énorme sur la télévision en réseau, craignaient qu'une série menée par une star asiatique n'attire pas le large public qu'ils désiraient. Un acteur blanc, même maquillé ou habillé de manière stylisée, était considéré comme un pari plus sûr. David Carradine, avec son visage anguleux et ses yeux mélancoliques, pouvait être présenté comme suffisamment ethnique pour évoquer l'exotisme, tout en restant rassurant pour les cadres et les sponsors. Il devint, aux yeux des directeurs de casting, le compromis, un interprète capable d'incarner l'imagination d'Hollywood d'un moine mystique sans forcer le public à accepter un homme asiatique dans un rôle principal. Warner Brothers et ABC étaient engagés dans des débats sur Kung Fu. D'un côté, il y avait une soif d'innovation. Les années 1970 produisaient des séries audacieuses comme All in the Family et MASH, qui repoussaient les limites. D'un autre côté, l'aversion au risque était primordiale. Un seul échec pouvait engloutir des millions de dollars. Bruce Lee, malgré tout son génie, était considéré comme un acteur principal non testé. Il n'avait jamais porté une série entière, et son accent marqué inquiétait les cadres, qui pensaient que la clarté de la diction importait plus que l'authenticité. En privé, Lee confiait sa frustration à sa femme, Linda. Il rentrait chez lui après des réunions et lui disait que les producteurs ne comprenaient pas ce qu'il offrait. Il voulait des clichés, une figure mystique et silencieuse dispensant une sagesse cryptique. Lee voulait apporter du dynamisme, de l'intensité et du réalisme au rôle. Il ne voulait pas que Ken soit une machine à proverbes. Il voulait qu'il soit vivant, imparfait et profondément humain. Mais dans les mains prudentes d'Hollywood, la nuance était considérée comme un handicap. L'anxiété culturelle de l'Amérique. Ce rejet reflétait aussi la relation tendue de l'Amérique avec l'Asie pendant la guerre froide. La guerre du Vietnam faisait encore rage lorsque Kung Fu entra en développement. Les journaux télévisés, remplis d'images de jungle, de combats et de manifestations anti-guerre, façonnaient la manière dont l'Américain moyen voyait l'Est. Dans ce climat, un héros chinois fort et sans compromis était considéré comme politiquement risqué. Ce que les cadres préféraient, c'était une image filtrée et adoucie de l'Est, quelque chose de mystique mais non menaçant. La performance de Carradine, avec ses mouvements lents, son phrasé hésitant et son comportement serein, offrait exactement cela. C'était une sagesse orientale reconditionnée à travers un corps blanc, rendu sûr pour la consommation. Quand Carradine décrocha enfin le rôle, il ne fut pas vu comme un choix audacieux. Il était le choix sûr. C'était un acteur déjà établi, membre de la respectée famille Carradine, avec des connexions et un look marquetable. Son casting résolvait un problème pour les studios. Il pouvait avoir les attributs du mysticisme oriental sans briser les barrières raciales de longue date d'Hollywood. Pour les critiques qui disséquèrent plus tard cette décision, c'était l'un des exemples les plus flagrants de yellowface à la télévision américaine. Pour le public de l'époque, cependant, c'était présenté comme une innovation. Carradine fut loué pour sa force tranquille et sa présence unique. Peu réalisaient qu'il manquait quelque chose derrière ce calme, derrière les robes fluides et la tête inclinée. L'homme même qui avait apporté le kung-fu à Hollywood avait été effacé de son rôle le plus emblématique. La fureur et la frustration de Bruce Lee. Quand Bruce Lee apprit que le rôle principal de kung-fu avait été donné à David Carradine, la nouvelle le frappa comme un coup au torse. Ses amis se souviennent de lui faisant les 100 pas dans son appartement, les poings serrés, la voix tendue par une colère à peine contenue. « Ils veulent l'idée, les arts martiaux, la philosophie, mais ils ne veulent pas de moi, dit-il amèrement à sa femme, Linda. Et ils l'ont donné à lui, à Carradine. » David Carradine, poli, posé et inconscient de la tempête qui couvait derrière le regard de Lee, était devenu le choix sur d'Hollywood. Il était charismatique d'une manière calme et méditative, correspondant à la vision étroite des studios d'un moine Shaolin. Une figure sereine errant dans l'Ouest américain, dispensant de la sagesse avec retenue. C'était précisément l'opposé de ce que Lee avait envisagé, dynamique, intense et physiquement imposant. La frustration de Lee fut amplifiée par le fait qu'il avait passé des mois à pitcher, réviser et répéter des séquences pour The Warrior, une série qui était essentiellement kung-fu avant que Warner Brothers ne lui donne son feu vert. Il avait imaginé une série où le moine Shaolin était actif, confrontant
et profondément humain, affrontant l'injustice avec ses points et sa philosophie. La performance de Carradine, fluide et non menaçante, était une version aseptisée de ce que Lee avait conçu. Il pense qu'un homme blanc peut marcher dans mes pas et être moins mieux que je ne peux l'être, confia Lee à un étudiant proche. Il ne voit pas que ce n'est pas seulement une question de mouvement. C'est une question de présence, de philosophie, de tout ce que je suis. Ils ont pris mon travail, ma vision, et l'ont donné à un étranger. Les initiés d'Hollywood remarquèrent la tension. Bien que Carradine n'ait jamais parlé en mal de Lee publiquement, en privé, il était conscient de la tension tacite. Un assistant réalisateur se souvenait d'une réunion où Lee avait fait irruption sur le plateau, s'arrêtant net quand Carradine était entré dans la pièce. Les deux hommes échangèrent un hochement de tête bref, une reconnaissance silencieuse d'une rivalité qui allait plus loin que les compétences d'acteur. C'était une question de propriété, d'identité et de reconnaissance. Carradine, de son côté, ressentait un mélange de pression et de culpabilité. Il savait que le public adorait sa performance, mais il comprenait aussi que Lee était le choix naturel. Il dirait plus tard dans des interviews, « Bruce était incroyable. Je n'avais rien à faire dans ce rôle, mais les cadres ont pris la décision. J'ai dû faire de mon mieux avec ce qu'on m'a donné. » Pendant ce temps, la frustration de Lee commença à se cristalliser en détermination. Regarder Carradine à l'écran, recevoir des éloges et assister à des conventions de fans remplies d'admiration pour sa performance ne fit que renforcer sa résolution. « Je n'attendrai pas qu'il me donne ce qui est à moi », jura-t-il. Il investit son énergie dans le perfectionnement de son style d'arts martiaux, le Jeet Kune Do, et dans l'expansion de son influence dans le cinéma de Hong Kong. Chaque coup, chaque scène de combat chorégraphiée qu'il concevait devenait une déclaration. L'erreur d'Hollywood ne le définirait pas. L'ascension de Carradine, la réinvention de Lee. En 1972, Kung Fu fut diffusé, et David Carradine devint rapidement le visage de la série. Le public fut captivé par sa présence calme et contemplative en tant que Kwei Chang Ken, un moine Shaolin naviguant dans l'Ouest américain. Les critiques louèrent son style méditatif et son charisme discret, tandis que les annonceurs saluèrent le mélange unique d'action et de philosophie de la série. Carradine, autrefois un acteur en quête de reconnaissance, se retrouva soudain propulsé au rang de non-familier. En coulisses, cependant, le triomphe était doux amer. David savait que les circonstances de son casting étaient controversées. Des amis se souviennent qu'il se confiait en privé. « Je n'ai jamais cherché à prendre la place de Bruce, mais ils m'ont donné le rôle et j'ai dû l'honorer. Mais je ne peux pas ignorer qu'il était celui qui devait donner vie à ce projet. » Même lorsqu'il acceptait des interviews et des tâches promotionnelles, il y avait une conscience persistante de l'absence de Bruce Lee, un fantôme qui accompagnait chaque lettre de fan et chaque nomination à un prix. Pendant ce temps, Bruce Lee était loin d'être inactif. Frustré par les préjugés systémiques d'Hollywood, il retourna à Hong Kong avec une mission singulière, créer les films d'arts martiaux qu'Hollywood refusait de lui laisser faire. Sa vision était sans compromis. Chaque séquence de combat, chaque moment philosophique, chaque performance reflétait son art, son intelligence et sa philosophie. Ainsi, Lee commença à redéfinir le genre d'action à ses propres conditions, libre des contraintes des cadres des studios occidentaux. Cette divergence dans leur carrière créa une tension naturelle, à la fois personnelle et professionnelle. Hollywood avait donné à Carradine l'opportunité que Bruce Lee avait gagnée. Et bien que Lee respectât Carradine en tant qu'homme et acteur, il ne pouvait ignorer l'injustice amère. Des amis qui s'entraînaient avec Lee se souviennent de conversations animées où il gesticulait vivement, décrivant les séquences qu'il aurait chorégraphiées, l'énergie qu'il aurait apportée et la profondeur émotionnelle qu'il aurait donnée au personnage. « J'aurais pu transformer ce rôle », disait Lee. « Ils ne savent pas ce qu'ils ont perdu. » Le succès de Carradine créa aussi un paradoxe. Il devint l'incarnation publique de ce que beaucoup croyaient être le moment de percée de Bruce Lee. Il assistait à des conventions de fans, signait des autographes et apparaissait sur des couvertures de magazines en tant que Kwei Chang Ken. Pourtant, il restait acutely conscient de l'ombre de Lee planant sur la série. Des interviews privées révèlent que Carradine luttait avec la culpabilité et la responsabilité. « J'ai pris le travail, oui, mais l'homme qui aurait dû être là, il était incomparable. Je le savais, et je ne l'ai jamais oublié. » Cette divergence créa un dialogue tacite entre les carrières des deux hommes. L'ascension de Carradine mettait en lumière ce qu'Hollywood valorisait, la sécurité, l'accessibilité et la conformité. La réinvention de Lee prouvait ce que le public désirait vraiment, l'authenticité, l'intensité et la vision. La tension entre ces deux trajectoires devint une histoire en soi, une étude du choc entre la prudence corporative et la brillance artistique. Des lettres et des conversations privées révèlent une interaction émotionnelle complexe. Lee aurait plaisanté avec des amis à propos d'envoyer une note de remerciement à Carradine pour avoir pris le rôle qu'il avait conçu, moitié par sarcasme, moitié en reconnaissance de la logique capricieuse d'Hollywood.
Carradine, de son côté, admit en privé se sentir en conflit chaque fois qu'il parlait de la série, conscient que son succès reposait sur un rôle que beaucoup pensaient appartenir légitimement à Lee. Au milieu des années 1970, les deux hommes avaient solidifié leurs héritages respectifs. Carradine comme l'étoile américaine inattendue de Kung Fu, Lee comme le révolutionnaire cinématographique à Hong Kong. Leurs chemins se croisaient rarement publiquement, mais le fil invisible de la rivalité, du ressentiment et du respect demeurait, une force subtile mais puissante façonnant la manière dont le public, les critiques et l'industrie les percevaient tous les deux. L'héritage d'une controverse de casting. Des années après la première de Kung Fu, David Carradine fut confronté à une question qu'il ne pouvait plus ignorer, la question de Bruce Lee. Les interviews, conventions et documentaires revenaient sans cesse au même point. Le rôle qu'Hollywood avait refusé à la légende des arts martiaux. Dans une interview des années 1990, Carradine déclara franchement « Les gens doivent savoir la vérité sur pourquoi Bruce Lee a été remplacé par moi. Il est temps de tout dire. » Cette déclaration fit les gros titres. Les fans, les historiens et les passionnés d'arts martiaux se demandèrent immédiatement « Reconnaissait-il les préjugés d'Hollywood ou défendait-il simplement son propre héritage ?» Les mots de Carradine étaient prudents mais révélateurs. Il parla des peurs des studios, de l'obsession des cadres pour la perception du public et du climat culturel de l'Amérique du début des années 1970. Bruce était incomparable, admit-il. Il avait l'énergie, la philosophie, la vitesse. Mais les studios avaient peur. Ils ne voulaient pas de risques. Ils ne voulaient pas d'une star asiatique à la télévision en prime time. Alors, ils m'ont choisi. C'est la vérité. Les interviews de Carradine au fil des ans oscillèrent entre regrets et justifications. Dans un article de magazine de 1993, il décrivit la décision comme artistique plutôt que personnelle. Bruce était comédien dans son approche, tout en éclat et intensité. Il voulait un pouvoir calme et méditatif, quelqu'un que le public pourrait absorber lentement. C'est pourquoi ils m'ont choisi. Il présenta cela comme une question de ton et de rythme. Pourtant, même dans son langage prudent, il reconnaissait les dynamiques raciales sous-jacentes. Carradine, conscient des conversations en coulisses, mentionnait souvent en privé comment il avait essayé d'honorer l'esprit de Lee tout en acceptant le rôle. « Je ne l'ai pas pris à la légère », confia-t-il un jour à un journaliste. « Je savais que les gens diraient que je l'avais remplacé injustement, et peut-être était-ce le cas. Mais à l'époque, le choix n'était pas le mien, c'était le leur. J'ai fait de mon mieux. » La tension entre l'héritage de Carradine et celui de Lee créa un paradoxe dans la mémoire populaire. D'un côté, Carradine devint synonyme de Kung Fu, le visage du moine Shaolin pour des millions de spectateurs à travers le monde. De l'autre, les passionnés d'arts martiaux voyaient ce casting comme une injustice criante. En effet, les deux hommes devinrent des symboles. Carradine, de la prudence et du storytelling sur Dollywood, Lee, de la vision, de l'intensité et de l'authenticité artistique niées par les préjugés systémiques. Que pensez-vous de ce type de préjugés? Était-il justifié à l'époque, compte tenu de la société de l'époque? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.